Mon père a dit cela comme s'il venait tout juste de s'en souvenir, et joyeux anniversaire à toi aussi. Je me suis levé calmement, et je lui ai dit que je me contenterais bien d'avoir la moitié de ce que mon frère avait reçu pour son anniversaire. Était-ce trop demandé? Puis, je suis parti pour de bon. J'ai un frère jumeau prénommé Connor. Nous sommes de faux jumeaux, pas des vrais, ce qui, je crois, a toute son importance ici. En effet, les gens s'attendaient toujours à ce que nous soyons différents, et c'est exactement ce que nous étions. Connor était l'extraverti, le sportif, celui qui, en entrant dans une pièce, faisait immédiatement rire 4 personnes avec l'une de ses blagues. Au lycée, il jouait dans l'équipe première de football américain. Il a été élu 2 fois roi du bal de promo, et il avait ce genre de mâchoire carrée qui poussait les vieilles dames, à l'église, à dire à ma mère, « Vous devez être si fière. » Et elle l'était. Ils l'étaient tous les deux. Moi, j'étais le garçon discret. J'aimais lire. J'aimais construire des choses avec mes mains. J'ai passé la majeure partie de mes années de lycée dans l'atelier de menuiserie, ou bien dans ma chambre, à dessiner des croquis de meubles. Je n'étais pas asocial, ni bizarre, ni rien de ce genre. J'avais des amis. J'allais à des fêtes. J'ai eu une petite amie pendant un temps, lors de mon année de première. Je n'étais tout simplement pas Connor. Et, dans ma famille, c'était apparemment un défaut rédhibitoire. Nous avons grandi dans une banlieue, juste en dehors de Knoxville, dans le Tennessee. Notre père, Greg, travaillait dans l'immobilier commercial. Notre mère, Heather, était hygiéniste dentaire. Nous avions une maison convenable, un trampoline dans le jardin, et un golden retriever nommé Biscuit, qui était, objectivement, le meilleur membre de la famille. Biscuit aimait tout le monde de manière égale. Biscuit était bien le seul. Je dois préciser que Connor et moi nous entendions bien en grandissant. Nous n'étions pas de ces jumeaux dotés d'un lien psychique, ou qui finissaient les phrases l'un de l'autre. Cependant, nous avons partagé la même chambre jusqu'à nos 12 ans, joué aux mêmes jeux vidéo, et nous nous sommes disputés pour savoir à qui le tour de sortir Biscuit sous la pluie. Des trucs normaux de frères. Il n'était pas méchant avec moi. Il n'était même pas conscient de ce qui se passait. Je pense qu'il était simplement lui-même, et qu'il en était récompensé, tandis que j'étais moi-même, et qu'on m'ignorait. Il y a une différence entre un tyran, et une personne qui profite d'un système qu'elle n'a pas créé. Connor faisait partie de la seconde catégorie, du moins à l'époque. Le favoritisme n'était pas toujours évident quand nous étions enfants. C'était subtil. C'était la façon dont mon père filmait absolument tous les matchs de football de Connor, mais oubliait de venir à mon exposition de menuiserie à l'école. C'était la manière dont ma mère nous présentait lors des réunions de famille. Elle passait son bras autour des épaules de Connor, et disait quelque chose comme « Voici Connor, notre petite superstar. Il vient d'être nominé pour le titre de meilleur joueur. » Et ensuite, elle me désignait d'un vague signe de tête, en ajoutant « Et voici Dustin. » Point. Fin de la phrase. Aucune louange, aucun contexte, juste mon prénom, et la compréhension implicite que j'étais, l'autre. Je me disais que ça ne me dérangeait pas. Pendant des années, je me suis raconté des histoires, m'inventant tout un récit intérieur où j'étais le plus mature. Celui qui n'avait pas besoin de validation, celui qui était au-dessus de tout ça, refusant de tenir les comptes. Alerte divulgachage, je tenais absolument les comptes. Je n'avais simplement personne à qui montrer le tableau des scores. Quand nous avons obtenu notre diplôme de fin d'études, Connor a décroché une bourse sportive partielle pour l'université du Tennessee. Une grande affaire. Une immense fête de famille. Mes grands-parents ont fait la route depuis la Géorgie. Mon père a pleuré. De vraies larmes. Je vous parle de ce genre de pleurs que l'on voit dans les films, quand le soldat rentre à la maison. Tout ça, pour une bourse qui couvrait environ 40% des frais de scolarité. Pendant ce temps, j'ai été accepté dans une école de formation professionnelle, spécialisée dans la fabrication de meubles et l'ébénisterie, à Asheville, en Caroline du Nord. Un très bon programme, pour être honnête. Une admission sélective, une petite promotion, et un apprentissage pratique aux côtés d'artisans en activité. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère a répondu « Oh, c'est gentil, chérie. Vas-tu au moins obtenir un vrai diplôme, en plus de ça ?» Mon père, lui, m'a demandé combien cela coûterait, avant de changer de sujet pour parler du prochain week-end d'intégration de Connor. C'était devenu la norme pour tout.
Connor fait quelque chose, la famille célèbre. Dustin fait quelque chose, la famille hausse les épaules. Connor a obtenu son diplôme universitaire. Grande fête. Moi, j'ai terminé mon apprentissage, et j'ai commencé à recevoir des commandes pour des meubles sur mesure. Et ma mère m'a demandé si j'avais songé à reprendre mes études, pour trouver quelque chose de plus stable. Connor s'est fiancé à sa petite amie, Paige. Un dîner de fiançailles massif dans un beau restaurant du centre-ville. De mon côté, j'ai commencé à fréquenter une femme prénommée Léa, que j'avais rencontrée lors d'un salon d'artisanat à Asheville. Mes parents ne l'ont pas rencontrée pendant presque un an, tout simplement parce qu'ils ne me posaient jamais de questions sur ma vie. Léa s'en est rendu compte avant même que je ne sois prêt à en parler. Elle m'accompagnait au dîner de famille, et restait assise là, à regarder mes parents graviter autour de Connor comme s'il était le soleil. Elle voyait mon père interroger Connor sur son travail, sa ligue de football fantasy, ses projets pour le week-end, et son opinion sur les choix de repêchage des Titans. Puis, il ne se tournait pas une seule fois vers moi, m'ignorant complètement. Après un repas de Thanksgiving, sur le chemin du retour, Léa m'a regardé dans la voiture et m'a dit, « Dustin, est-ce que ta famille sait au moins que tu existes ?» J'en ai ri pour faire bonne figure, mais cette phrase s'est posée sur ma poitrine, lourde comme une brique. Au moment où notre 25e anniversaire a pointé le bout de son nez, je m'étais bâti une vie plutôt solide. J'avais une petite entreprise de meubles, en pleine croissance. Je fabriquais des tables à manger sur mesure, des bibliothèques, des cadres de lit, des pièces pour lesquelles les gens déboursaient de l'argent, du vrai. J'avais fait l'objet d'un article dans un magazine de design local, à Asheville. Léa et moi étions ensemble depuis 2 ans, et nous venions d'emménager dans une maison que nous louions, avec option d'achat. J'étais heureux. Un bonheur discret, obstiné, à l'image de quelqu'un qui aurait appris à s'épanouir dans n'importe quelle terre où on l'avait planté, même si personne ne prenait la peine de l'arroser. Nos parents ont insisté pour organiser un dîner d'anniversaire commun. 25 ans ressemblaient à une étape cruciale pour eux, un quart de siècle. Ils ont réservé un salon privé dans un restaurant de grillades, à Knoxville, et ont invité environ 30 personnes. La famille, des amis de la famille, des copains d'université de Connor, et les parents de Paige. L'événement était censé être pour nous deux. C'est du moins ce que disait l'invitation. Venez célébrer le 25e anniversaire de Connor et Dustin. Les deux noms en tête d'affiche, du moins sur le papier. Léa et moi sommes arrivés d'Asheville la veille au soir. Nous avons dormi à l'hôtel, car la chambre d'amis de mes parents avait été transformée en ce que ma mère appelait « la pièce aux souvenirs », qui était, pour faire simple, un sanctuaire dédié à la carrière sportive de Connor. Des trophées, des maillots, des coupures de presse encadrées. Je n'exagère pas. Il y avait même une vitrine, avec son écharpe du bal de promo à l'intérieur. Léa l'a vue, et n'a même rien dit. Elle s'est contentée de me serrer la main. Le soir du dîner, nous sommes arrivés pile à l'heure. La salle était superbe. Je leur accorde au moins ça. Des ballons, une grande banderole, un gâteau avec nos 2 prénoms dessus. Connor était déjà là avec Paige. Il serrait des mains, prenait les gens dans ses bras, bref, il faisait du Connor. Je suis entré, j'ai embrassé ma mère, dit bonjour à mon père, puis j'ai un peu erré sur les bords de la pièce pendant un moment, rattrapant le temps perdu avec ma tante et quelques cousins. Le dîner a été servi vers 19h. Tout le monde a pris place. La nourriture était incroyable. Et puis, mon père s'est levé pour porter un toast. Il a fait teinter son verre. La salle est devenue silencieuse, et je me suis dit, d'accord, on y est. 25 ans, nous deux. Ça devrait être bien. Ce qui s'est passé ensuite, est une chose que je n'oublierai jamais, pour le restant de mes jours. Et honnêtement, avec le recul, je suis content que cela se soit produit, car ce fut le moment qui m'a enfin ouvert les yeux. Les premières semaines, après ce dîner d'anniversaire, ont été bizarres. Rien de dramatique, rien d'explosif, juste un grand silence. J'ai arrêté d'appeler mes parents. J'ai arrêté d'envoyer le premier SMS. J'ai cessé d'être celui qui maintenait le lien artificiellement en vie. Et vous voulez savoir une chose qui serait drôle, si ce n'était pas aussi pathétique? Il leur a fallu près de 3 semaines pour s'en apercevoir. 3 semaines. 21 jours se sont écoulés, avant que ma mère ne finisse par m'envoyer un message disant « Plus de nouvelles depuis un moment, tout va bien ?» Pas un appel téléphonique, un simple texto,
et même pas teinté d'inquiétude. Plutôt le genre de message que l'on envoie quand on réalise qu'on a oublié d'arroser une plante d'intérieur, et qu'on vérifie si elle est encore en vie. Je lui ai répondu, oui, juste très occupé par le travail. Elle m'a renvoyé l'emoji pouce en l'air. C'était l'intégralité de notre conversation. Pendant ce temps, Léa avait commencé à me pousser doucement, mais avec persistance. Elle est le genre de personne qui ne vous dit pas quoi faire, mais qui vous pose des questions, de sorte à vous faire réaliser ce que vous auriez dû faire depuis le début. Elle m'a demandé si j'avais déjà songé à parler à un professionnel, pour gérer cette histoire de famille. J'ai répondu que je n'avais pas besoin de thérapie. Elle a rétorqué, tout le monde a besoin de thérapie. Toi, tu en as juste besoin de manière spécifique. Elle n'avait pas tort. J'ai commencé à consulter un thérapeute, le Dr Reeves, au début du mois de mars. Un homme d'un certain âge, à la voix posée, avec ce genre de visage qui vous donne l'impression que rien de ce que vous direz ne pourra le surprendre. Lors de la première séance, je lui ai raconté l'histoire de l'anniversaire. Il a hoché la tête lentement, et a dit « Depuis combien de temps jouez-vous la comédie de Tout va bien pour les autres ?» Je l'ai dévisagé pendant environ 15 secondes, puis j'ai ri. Car c'était la description la plus précise de ma vie entière que l'on m'ait jamais donnée. La thérapie m'a fissuré, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai commencé à comprendre que la raison pour laquelle j'étais si obsédé par le fait d'être la personne mûre, celle qui n'a besoin de rien, celle qui va bien, c'était parce que, quelque part en cours de route, j'avais intériorisé le message que mes parents m'envoyaient. S'ils pensaient que je ne valais pas la peine d'être célébré, alors le fait de vouloir l'être devait être le problème. S'ils ne me remarquaient pas, alors avoir besoin d'attention devait être une faiblesse. J'avais transformé leur négligence en ma propre identité, et j'avais appelé ça de la maturité. Le docteur Reeves m'a aidé à voir que m'éloigner de mes parents n'avait pas pour but de les punir. Il s'agissait de me protéger. Il m'a dit, vous pouvez aimer les gens à distance. Vous pouvez leur souhaiter le meilleur, sans pour autant leur tendre des ciseaux, tout en pointant du doigt vos propres ficelles. Celle-là, je l'ai notée. Pendant que ce travail émotionnel se faisait en arrière-plan, quelque chose d'autre se passait avec mon entreprise. Et c'est la partie de l'histoire où les choses commencent à changer. À peu près au moment du désastre de l'anniversaire, j'avais été contacté par une femme nommée Claire, qui travaillait comme architecte d'intérieur pour des projets résidentiels haut de gamme, dans la région de Charlotte. Elle avait vu mon travail dans ce magazine de design local, et voulait me commander une salle à manger complète pour un client. Une table, 8 chaises, et un buffet assorti. Tout sur mesure, tout en bois massif, et tout fait main. C'était le plus gros projet individuel qu'on m'ait jamais proposé. Le budget était de 18 000 €. J'ai failli refuser. Le syndrome de l'imposteur est une chose bien réelle, et le mien était bruyant. Mais Léa s'est tenue, littéralement, derrière moi pendant que je tapais l'email acceptant le projet, et s'est assurée que je ne me dégonfle pas. J'ai passé 3 mois sur ce mobilier de salle à manger. Je vous parle de journées de 14 heures dans mon atelier, à sélectionner chaque morceau de bois à la main, à tailler des queues d'aronde que personne ne verrait jamais, simplement parce que je voulais qu'elles soient parfaites malgré tout. Quand j'ai livré les pièces terminées, la cliente de Claire a eu les larmes aux yeux. Elle a dit que c'était les plus beaux meubles qu'elle ait vus de toute sa vie. Claire a pris des photos, les a postées sur son portfolio, et m'a identifié. Ce fut le domino qui a tout déclenché. En l'espace de 2 mois, j'avais une liste d'attente. Claire m'avait recommandé à 3 autres designers. Un hôtel de charme, à Asheville, m'a commandé la fabrication de têtes de lit et de tables de nuit sur mesure, pour 12 chambres. Le propriétaire d'un restaurant voulait un comptoir de bar de 6 mètres, avec des bords bruts. J'ai dû embaucher mon premier employé, un gars nommé Bryce. J'avais fait ma formation avec lui, et il travaillait jusqu'alors dans une ébénisterie. Ensuite, j'en ai engagé une deuxième, une femme nommée Jade, qui venait de terminer son apprentissage, et qui était effroyablement douée pour les assemblages. Dès l'été, j'avais officiellement fondé la société Dustin Cole Woodworks. J'avais un vrai local commercial, et plus seulement un garage. J'avais des cartes de visite, et un site web que Léa avait conçu, car elle est d'une compétence redoutable dans tout ce qu'elle entreprend. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné de ma vie. Et plus important encore, je construisais quelque chose qui comptait pour moi. Quelque chose qui portait mon nom, quelque chose que personne ne pouvait rejeter comme étant un simple passe-temps, une phase, ou un plan de secours. Léa et moi nous sommes également fiancés cet été-là.
je l'ai demandé en mariage sur la véranda de notre maison de location, un mercredi soir de juillet, car c'était l'anniversaire de notre premier rendez-vous. Et aussi, parce que je lui avais fabriqué un écrin de bague de fiançailles en noyer, avec une incrustation représentant les montagnes que l'on pouvait apercevoir depuis notre porche. Elle a dit oui, avant même que j'aie terminé ma phrase. Elle s'est exclamée, « Oh mon Dieu, oui. » Évidemment, grand fou. Oui. Je crois que ce fut le moment le plus heureux de mon existence. Je n'ai pas annoncé mes fiançailles à mes parents pendant 2 semaines. Pas par rancune, mais simplement parce qu'il ne m'était honnêtement pas venu à l'idée de les appeler. Voilà à quel point je m'étais éloigné. Quand j'ai enfin mentionné la nouvelle, lors d'un bref appel téléphonique avec ma mère, sa première réaction a été « Oh, c'est merveilleux. Tu sais, Connor et Paige pensent à avoir des enfants bientôt. » J'ai failli rire. Je venais de lui dire que j'allais me marier, et elle avait enchaîné sur les projets de reproduction de Connor, et ce, dans la même respiration. Les fêtes de fin d'année, cette année-là, ont été intéressantes. Pour la première fois, Léa et moi ne sommes pas allés à Knoxville pour Thanksgiving. Nous sommes restés à Asheville, et avons organisé notre propre dîner avec des amis. Bryce est venu, Jade a amené son petit ami. La sœur de Léa a pris l'avion depuis Portland. Nous avons préparé beaucoup trop de nourriture, joué à des jeux de société, et ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Ce fut le meilleur Thanksgiving de mes souvenirs. Ma mère était contrariée que je ne rentre pas à la maison. Elle m'a envoyé une série de textos, qui oscillaient entre la culpabilisation, l'agressivité passive, et la blessure pure et simple. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne voudrais pas passer les fêtes avec ta famille. Connor et Paige sont là, et ils demandaient de tes nouvelles. Ton père est très déçu. J'ai répondu poliment, mais fermement. J'ai dit que nous avions fait d'autres projets cette année, et que nous pourrions peut-être nous voir vers Noël. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Noël s'est déroulé de la même manière. J'ai accepté de me rendre à Knoxville pour le jour de Noël, mais je leur ai précisé que Léa et moi logerions à l'hôtel, et que nous ne resterions pas tout le week-end. Ma mère a réagi comme si je lui avais annoncé que nous allions passer Noël en prison. Mais nous y sommes allés, et tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Connor a eu droit à une extravagance matinale de 45 minutes, avec des cadeaux empilés pour lui, des histoires sur son travail. Mon père lui posait des questions détaillées sur ses projets pour la nouvelle année. Ma mère parlait de prénoms de bébé avec Paige, même si personne n'était encore enceinte. Et puis il y avait moi, assis sur le canapé avec Léa, observant tout cela de l'extérieur, comme je l'avais toujours fait. Sauf que maintenant, je ne faisais plus semblant que ça ne me blessait pas. Je me contentais de l'observer, de le cataloguer, et de l'ajouter à la pile de preuves, me confirmant que j'avais pris la bonne décision en bâtissant ma vie ailleurs, avec quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Nous sommes partis à 14 heures. Dans la voiture, Léa m'a regardé et a dit, « Tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an. » Elle avait raison. Je ne l'étais plus. J'étais devenu quelqu'un qui avait cessé de mendier des miettes, à une table qui n'avait jamais été dressée pour lui. Et ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que la table que je construisais pour moi-même, s'apprêtait à devenir beaucoup plus grande. Revenons à ce dîner. Mon père a levé son verre, et a regardé la salle avec ce grand sourire chaleureux, le genre de sourire que j'avais passé ma vie entière à essayer de mériter. Il a commencé à parler de Connor. Il a parlé du jour de notre naissance, de la façon dont Connor était sorti le premier, hurlant à plein poumon, prêt à affronter le monde. Il a parlé des premiers pas de Connor, de ses premiers mots, et de son premier touchdown. Il a raconté cette histoire de Connor, à l'âge de 7 ans, tenant tête à une brute dans la cour de récréation, et de comment ce fut le moment où il a su que son fils allait devenir quelqu'un d'exceptionnel. Il a parlé de la carrière de footballeur de Connor, de son éthique de travail, de sa personnalité, et de la façon dont il illumine chaque pièce dans laquelle il entre. Il a parlé de Paige, et à quel point il était fier que Connor ait trouvé une personne aussi formidable. Il a parlé du nouveau poste de Connor, dans le marketing sportif, et à quel point il savait, intimement, que Connor allait grimper directement au sommet. Cela a duré près de 10 minutes. 10 minutes pleines, durant lesquelles mon père, debout devant 30 personnes, a ouvert son cœur à propos de mon frère. Des gens pleuraient. Ma mère s'épongeait les yeux avec une serviette. Paige avait la main sur le cœur. Connor était assis là, l'air humble et reconnaissant. Et moi, j'étais assis à 3 chaises de là, regardant la scène se dérouler,
sentant se fissurer en moi cette chose que j'avais maintenue intacte avec du ruban adhésif et de l'obstination, pendant 25 ans. Quand mon père a fini de parler de Connor, il a fait une pause. Il a pris une inspiration, puis il a dit « Et joyeux anniversaire à toi aussi, Dustin ». Il a levé son verre. Quelques personnes autour de la table ont marmonné un vague joyeux anniversaire, de cette manière maladroite et obligée que l'on emploie, quand quelqu'un vous rappelle qu'il y a une deuxième personne dans la pièce. Et puis, mon père s'est rassis. Tout le monde s'est remis à manger. C'était tout. 7 mots. Après 10 minutes de poésie consacrée à mon frère, j'ai eu droit à 7 mots, et un verre levé dans ma direction générale comme une réflexion après coup. Comme si j'étais un post-scriptum, au bas d'une lettre d'amour adressée à quelqu'un d'autre. Je suis resté assis là pendant environ 10 minutes, après cela. J'ai coupé mon steak. J'ai remué ma purée. J'ai pris une gorgée d'eau. Léa avait posé sa main sur mon genou, sous la table, et la serrait fort. Je sentais qu'elle me regardait, mais je ne pouvais pas soutenir son regard, car je savais que si je le faisais, je m'effondrerais. Je sentais ma gorge se serrer, et mes yeux commençaient à brûler. Et je n'allais pas faire ça. Pas ici. Pas devant 30 personnes qui venaient de voir mon père m'effacer de mon propre anniversaire. J'ai posé ma serviette, j'ai reculé ma chaise, je me suis penché vers Léa, et j'ai chuchoté, « Il faut que je parte ». Elle a immédiatement hoché la tête, a attrapé son sac à main, et nous nous sommes levés ensemble. Personne ne l'a remarqué au début. Nous étions à mi-chemin de la porte, quand ma tante nous a vus partir et a lancé, « Dustin, où allez-vous ? Ils n'ont pas encore apporté le gâteau. » J'ai simplement répondu, « Je ne me sens pas très bien. Dites au revoir à tout le monde de ma part. » Et nous sommes sortis. Le trajet en voiture pour retourner à l'hôtel a été silencieux, pendant environ 5 minutes. Puis, je me suis garé sur le parking d'une station-service, j'ai mis le levier de vitesse sur la position parking, et je suis resté assis là, les mains sur le volant, fixant le vide droit devant moi. Léa ne m'a pas brusqué. Elle a simplement attendu. Et puis, ça m'a frappé d'un seul coup. Comme une vague que j'avais essayé de distancer toute ma vie, et qui finissait par me rattraper. Je n'étais pas triste. J'étais furieux. Pas du genre de fureur bruyante et explosive. La fureur silencieuse. Celle qui commence dans votre estomac, et se répand dans tout votre corps, comme de l'eau glacée. 25 ans à être l'autre. 25 ans à être une note de bas de page dans ma propre famille. 25 ans à regarder mes parents déverser chaque once d'amour, d'attention et de fierté sur Connor, pendant que je me tenais à 1 mètre de là, feignant que ça n'avait pas d'importance. Et pourquoi faire ? Parce que j'aimais construire des choses de mes mains, au lieu de lancer un ballon de foot. Parce que j'étais discret, au lieu d'être exubérant. Parce que je n'étais pas assez spectaculaire pour justifier l'effort de me remarquer. Léa a finalement pris la parole. Elle a dit, « Tu ne mérites pas ça. Tu n'as jamais mérité ça. Et je ne vais pas rester assise ici à te regarder continuer à faire semblant que tout va bien. » J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas encore confiance à ma propre voix. Quand nous sommes rentrés à l'hôtel, mon téléphone a commencé à exploser. Ma mère a envoyé un texto en premier, « Où es-tu passé ? Ton père est contrarié. Tu nous as embarrassés devant tout le monde en partant si tôt. Connor est inquiet pour toi. » Remarquez bien la formulation. Mon père est contrarié. Je les ai embarrassés. Connor est inquiet. Pas un seul mot sur la raison pour laquelle j'aurais pu partir. Pas le moindre indice prouvant que quiconque dans cette pièce avait la moindre idée de ce qui venait de se passer. Connor m'a écrit juste après, « Et mon frère, ça va ? Maman a dit que tu étais parti. J'espère que tu te sens bien. J'aurais aimé que tu puisses rester pour le gâteau. Il était vraiment bon. Il n'était pas méchant. C'est ça le truc avec Connor. Ce n'est pas un antagoniste. Il n'est pas cruel. Il a simplement été tellement, et si profondément le centre de tout, et depuis si longtemps, qu'il ne parvient même pas à voir le déséquilibre. C'est comme demander à un poisson de remarquer la présence de l'eau. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux ce soir-là. Léa et moi nous sommes assis dans la chambre d'hôtel et, pour la première fois de ma vie, j'ai parlé de tout cela. J'en ai vraiment parlé. Pas la version édulcorée que je me racontais depuis des années. Celle où je suis la personne au-dessus de tout ça, qui n'a pas besoin de validation. La vraie version. Celle où ça faisait mal.
Chaque événement manqué, chaque conversation à sens unique. Chaque fois que les yeux de mon père devenaient vitreux quand je parlais de mon travail, alors qu'il s'illuminait comme un feu d'artifice, dès que Connor mentionnait quoi que ce soit. Je lui ai raconté la fois où j'ai remporté la première place d'un concours de menuiserie au niveau de l'État, quand j'avais 16 ans. Et mes parents avaient oublié de venir, parce que Connor avait un match d'entraînement le même jour. Un entraînement, même pas un vrai match. Je lui ai raconté la fois où j'ai surpris mon père dire à mon oncle qu'il s'inquiétait pour moi, parce que je n'avais aucune véritable ambition. Et ce, pendant que j'étais littéralement dans la pièce d'à côté, en train de poncer un meuble de commande, pour lequel on m'avait payé 400 € à l'âge de 17 ans. Je lui ai raconté comment ma mère m'avait un jour présenté à sa collègue comme étant le frère de Connor, plutôt que par mon propre prénom. Léa a écouté tout cela, puis elle a dit une chose qui a tout changé. Elle a dit, « Dustin, tu as passé ta vie entière à attendre qu'ils te voient. Et s'ils ne le font jamais? Que ferais-tu alors ?» Je n'avais pas de réponse ce soir-là, mais la question est restée gravée en moi. Elle s'est enfouie dans mon cerveau, et s'est installée là, pour réorganiser tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur ma famille, et sur ce dont j'avais réellement besoin de leur part. Le lendemain matin, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai encore laissé sonner. Puis mon père a appelé, ce qui était inhabituel car mon père ne m'appelait jamais. J'ai failli répondre sous le coup du choc, mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé le téléphone sonner, puis basculé sur la messagerie. Il a laissé un message. Je l'ai écouté plus tard. Il disait, « Dustin, ta mère me dit que tu es parti parce que tu ne te sentais pas bien. J'espère que tu vas mieux. Appelle-nous quand tu auras un moment. Connor veut qu'on aille bruncher avant que tu reprennes la route. » C'était tout. Aucune prise de conscience, aucune excuse, pas même une question sur ce qui s'était réellement passé. Léa et moi avons quitté l'hôtel, et sommes rentrés à Asheville sans appeler personne. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de le faire. J'ai ressenti quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'effrayait un peu, pour être honnête. J'avais tiré un trait. Pas dans le sens dramatique, du genre à brûler les ponts et à pratiquer la politique de la terre brûlée. Mais de manière silencieuse. De cette manière où vous arrêtez de tendre la main vers des gens qui ne la tendent jamais en retour. De cette manière où vous acceptez enfin que le téléphone fonctionne dans les deux sens, qu'ils ont votre numéro, et qu'ils refusent tout simplement de s'en servir. De cette manière où vous arrêtez de vous rendre dans des endroits où vous êtes invisible, pour commencer à construire une vie avec des gens qui vous voient vraiment. C'est cette nuit-là que tout a changé. Et ce qui s'est passé au cours de l'année suivante, est une chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir, je pense. Et honnêtement, moi non plus. Ce qu'il y a de particulier avec le succès, c'est qu'il émet un son. Pas un bruit fracassant, ni un coup de trompette ou un feu d'artifice. Cela ressemble plutôt à un bourdonnement. Un bourdonnement régulier et croissant, qui commence si faiblement que vous le remarquez à peine. Et puis, un jour, vous réalisez que les gens tournent la tête, parce qu'ils l'entendent aussi. Au printemps qui a suivi notre 25e anniversaire, Dustin Cole Woodworks bourdonnait à plein régime. Claire, l'architecte d'intérieur qui m'avait confié ma première grosse commande, m'avait mis en contact avec un réseau de designers et d'architectes à travers les deux Carolines. Je recevais des appels de personnes que je n'avais jamais rencontrées, me demandant si j'avais des disponibilités, me réclamant des devis sur des projets qui m'auraient donné le tournis 2 ans plus tôt. Un couple à Savannah voulait une cuisine entièrement sur mesure. Une chaîne de boutiques voulait des meubles de présentation faits à la main, pour 3 de ses succursales. Un gars à Nashville, un producteur de musique avec plus d'argent que de bon sens, voulait que je lui construise un bureau de studio d'enregistrement en bois de grange récupéré, avec un système de gestion des câbles intégré. Ce projet-là, à lui seul, s'élevait à 22 000 €. J'avais agrandi l'équipe à 5 personnes. Bryce et Jade étaient mes bras droit et gauche. J'avais embauché 2 autres artisans, un spécialiste des finitions nommé Adam, et une jeune apprentie nommée Riley, qui me rappelait moi-même à 18 ans. Calme, concentrée, et bien plus talentueuse qu'elle ne le réalisait. Nous opérions dans un atelier de 280 mètres carrés, pour lequel j'avais signé un vrai bail commercial. Et, pour la première fois de ma vie, je pensais à l'avenir en termes d'années, et non plus de mois. Léa et moi avions également levé l'option d'achat de notre maison de location. Nous avons signé la vente en mars. Ce n'était pas un manoir.
C'était une maison de style craftsman avec 3 chambres, un porche enveloppant, et une vue sur les montagnes Blue Ridge qui vous serrait un peu la poitrine chaque fois que vous la regardiez. Mais elle était à nous. Nos noms sur l'acte de propriété. Notre avenir dans chaque pièce. Je voyais toujours le docteur Reeves, une semaine sur 2. Non pas parce que j'étais en crise, mais parce que le travail pour se comprendre soi-même n'a pas de ligne d'arrivée. Il m'avait aidé à établir ce qu'il appelait des « limites de clarté » avec ma famille. Pas des murs, ni des ultimatums. Juste des lignes claires et honnêtes, définissant ce que j'étais prêt à accepter, et ce que je refusais. J'avais arrêté de courir après des conversations qui ne menaient nulle part. J'avais arrêté de faire semblant que les fêtes passées avec eux étaient normales. J'avais commencé à répondre aux textos de ma mère à mon propre rythme, au lieu de tout laisser tomber pour répondre dans les 30 secondes, comme je le faisais auparavant. Et puis, quelque chose que personne n'attendait s'est produit. Connor a perdu son emploi. L'agence de marketing sportif dans laquelle il travaillait a procédé à une vague de licenciements en avril. Et Connor, bien qu'il ait toujours été l'enfant chéri dans chaque pièce où il entrait, n'était apparemment pas immunisé contre les restructurations d'entreprise. Il m'a appelé pour m'en parler, ce qui m'a surpris, car nous ne nous parlions presque plus. Il avait l'air ébranlé. Pas dévasté, mais dans cet état de confusion si particulier, qui survient lorsque le monde ne fonctionne pas comme on vous a toujours dit qu'il le ferait. Il a dit, « Je ne comprends pas, mec. J'ai tout fait correctement. » J'avais de la peine pour lui. Sincèrement. Perdre son emploi est effrayant, et quels que fussent mes sentiments complexes à l'égard du favoritisme de nos parents, je ne voulais pas que mon frère souffre. Je lui ai dit que j'étais désolé, je lui ai demandé si Paige et lui s'en sortaient financièrement, et j'ai ajouté que s'il avait besoin de parler, j'étais là. Ce fut une conversation correcte, la première vraie discussion que nous avions eue depuis des mois. Mais c'est ici que les choses sont devenues intéressantes. Mon père m'a appelé 2 jours plus tard. Greg Cole, l'homme qui m'avait accordé cette mot lors de ma propre fête d'anniversaire, m'a appelé un jeudi après-midi. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait, car honnêtement, j'étais curieux. Il m'a dit, « Dustin, ton frère traverse une période difficile. Je me demandais si tu n'aurais pas un peu de travail pour lui. Quelque chose pour l'occuper, pendant qu'il réfléchit à la suite. Je veux que vous preniez une seconde pour y réfléchir. » Mon père, qui ne m'avait jamais posé la moindre question sérieuse sur mon entreprise, qui n'avait jamais visité mon atelier, qui n'avait jamais jeté le moindre coup d'œil à mon site web, m'appelait maintenant pour me demander si je pouvais donner un travail à son fils préféré dans mon entreprise. Celle-là même qu'il avait passé des années à ignorer. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Puis j'ai dit, « Papa, que fait mon entreprise ?» Silence. Puis il a répondu, « Tu fabriques des meubles, non ? Des tables, et ce genre de choses. » Des tables, et ce genre de choses. J'avais fait l'objet d'un reportage dans le magazine Southern Living, 2 mois plus tôt. J'avais été interviewé pour un podcast sur les artisans américains modernes. Je venais de signer un contrat d'une valeur de 60 000 €, pour le projet de rénovation d'un hôtel. Et mon père pensait que je fabriquais des tables, et ce genre de choses. Je lui ai expliqué, très calmement, que mon atelier n'était pas vraiment configuré pour accueillir quelqu'un sans expérience en menuiserie, et que Connor ferait probablement mieux de se concentrer sur la recherche d'un emploi dans son domaine. Mon père s'est tu, puis a ajouté, « Je pensais juste que la famille aidait la famille. » L'ironie était si épaisse, que j'aurais pu la tailler avec un ciseau à bois. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a appelé, avec une approche différente. Elle m'a dit qu'elle et mon père voulaient venir nous rendre visite à Asheville. Juste un petit voyage pour le week-end. Voir la maison, voir l'atelier, passer du temps ensemble. Elle l'a dit avec cette voix enjouée et lumineuse qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une chose paraisse anodine, alors que ce n'était absolument pas le cas. J'en ai parlé à Léa, le soir même. Léa m'a dit, « C'est toi qui décides. Mais s'ils viennent, ils entrent dans ton monde maintenant, et non l'inverse. » J'ai dit à ma mère qu'ils pouvaient venir pour un samedi. Une journée, le déjeuner, une visite de l'atelier, et peut-être un dîner si les choses se passaient bien. Elle a accepté, et j'ai pu entendre le soulagement dans sa voix, comme si elle s'était attendue à ce que je dise non. Le samedi de leur visite tombait fin mai, presque exactement 1 an après ce fameux dîner d'anniversaire. Mes parents ont fait la route depuis Knoxville. Connor et Paige sont venus aussi, ce à quoi je ne m'attendais pas, mais qui ne m'a pas surpris pour autant. Nous nous sommes d'abord retrouvés à la maison.
Ma mère a franchi la porte d'entrée, a regardé le salon, rempli des meubles que j'avais fabriqués ou les bibliothèques, la table basse, l'ensemble de salle à manger sur lequel Léa et moi mangions tous les soirs et a déclaré « Oh, c'est charmant ». Elle l'a dit de la même manière que vous complimenteriez le jardin d'un inconnu. De façon plaisante, détachée, comme si elle visitait une maison témoin, et non la maison dont son fils était propriétaire. Mon père a traversé les pièces sans dire grand-chose, se contentant de hocher la tête et de regarder autour de lui, avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Connor, à son crédit, semblait sincèrement impressionné. Il n'arrêtait pas de toucher les objets et de dire « Attends, c'est toi qui as construit ça ?» Sérieusement, c'est de la folie. Paige posait des questions à Léa sur la cuisine et le Porsche, et se montrait parfaitement adorable. Car Paige a toujours été le genre de personne qui prête une véritable attention à son interlocuteur. Ensuite, nous sommes allés à l'atelier. C'était la partie que j'attendais avec impatience, tout en la redoutant. Mon atelier était mon royaume. C'était l'endroit où j'étais le plus moi-même, où vivait tout ce que j'avais bâti, et tout ce que je construisais. Promener ma famille à travers ces allées, me donnait l'impression d'ouvrir une porte que j'avais gardée verrouillée pour une bonne raison. Bryce et Jade étaient là, terminant quelques travaux sur le projet du bureau pour Nashville. J'ai présenté ma famille, puis je leur ai montré le stock de bois, le mur d'outils, la salle des finitions, et les pièces en cours de réalisation. Je leur ai montré le mur de conception, où j'épinglais des croquis et des plans. Je leur ai montré les articles de magazines encadrés, et le mur de photos de mes projets achevés. Mon père se tenait au milieu de l'atelier, regardant tout autour de lui. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu dans ses yeux quelque chose dont j'étais assoiffé depuis mon enfance. Il avait l'air pris au piège. Pas encore fier, du moins pas prêt à l'admettre, mais coincé, comme s'il se tenait au milieu de preuves flagrantes. Il ne pouvait plus ignorer la situation, et il ne savait pas quoi en faire. Il n'a rien dit de profond. Il a juste marmonné, « C'est une vraie entreprise que tu as là. » C'était tout. Mais la façon dont il l'a dit, doucement, presque pour lui-même, m'a indiqué que le message était passé. Quelque chose avait fini par percer, après 25 ans. Et ce qui s'est passé ensuite au dîner, ce soir-là, a fait éclater toute la vérité au grand jour. Nous sommes allés dans un restaurant du centre-ville d'Asheville, que Léa et moi adorions. Un petit endroit, de la bonne nourriture, un éclairage chaleureux, le genre de lieu où l'on peut avoir une vraie conversation sans avoir à crier par-dessus le bruit de fond. Je l'avais choisi délibérément. Si ce dîner devait prendre la tournure que j'envisageais, je voulais que ce soit sur mon territoire, dans ma ville, et à ma table. Pendant la première heure, les choses se sont bien passées, du moins en surface. Ma mère a parlé de son jardin. Paige a parlé d'un cours de cuisine qu'elle prenait. Connor était plus silencieux que d'habitude, ce que j'ai remarqué. Il n'arrêtait pas de me regarder avec cette expression indéfinissable, comme s'il me voyait pour la première fois, mais sans trop savoir quoi faire de cette découverte. Le changement s'est opéré au moment du dessert. Ma mère, Dieu bénisse son cœur si prévisible, a commencé à aborder la recherche d'emploi de Connor. Elle s'est étendue sur le fait que ce licenciement était injuste, que Connor était très talentueux, et que n'importe quelle entreprise aurait de la chance de l'avoir. La procédure habituelle. Et puis, elle m'a regardé et a dit, « Dustin, es-tu sûr qu'il n'y a pas quelque chose que Connor pourrait faire dans ta petite boutique, même à temps partiel ? Ça compterait tellement pour ton père et moi. » Ma petite boutique. Nous y revoilà. La minimisation des involtes, l'hypothèse selon laquelle tout ce que j'avais construit était suffisamment insignifiant pour servir d'usine à faveur, au profit de la seule personne dont il se souciait vraiment. J'ai posé ma fourchette. Léa a mis sa main sur mon genou, et j'ai dit très calmement, « Maman, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. Sais-tu quel a été le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise l'année dernière ?» Elle a cligné des yeux. Mon père a levé la tête de son assiette. Connor et Paige se sont figés. Parce qu'il s'élevait à un peu plus de 380 000 €, ai-je continué. J'ai 5 employés. J'ai des contrats avec des designers et des hôtels dans 4 États différents. J'ai fait l'objet d'un article dans Southern Living. Je viens de signer un accord pour meubler un hôtel de charme à Charleston. Ce n'est pas une petite boutique. C'est ma carrière. C'est l'œuvre de ma vie. Et le fait que vous ignoriez tout cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Sur l'attention que vous m'avez portée.
la table est devenue d'un silence de mort. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Mon père me fixait, comme si je venais de parler dans une langue qu'il ignorait que je maîtrisais. Je n'avais pas terminé. Je veux vous demander autre chose. Vous souvenez-vous de mon dîner d'anniversaire, pour mes 25 ans? Mon père s'est agité sur sa chaise. Tu t'es levé devant 30 personnes, et tu as parlé de Connor pendant 10 minutes. De sa carrière au football, de son travail, de sa personnalité, de son avenir. Et ensuite, tu m'as regardé et tu as dit, et joyeux anniversaire à toi aussi, Dustin. 7 mots, je les ai comptés. Puis, tu t'es rassis, et tout le monde s'est remis à manger comme si je n'étais même pas là. Ma mère est intervenue, Dustin, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais elle l'a dit faiblement, comme si elle essayait de se convaincre elle-même, plutôt que moi. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je répondu. Et ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que je ne pouvais plus faire semblant que ça ne me touchait pas. Papa, tu n'es jamais venu à une seule de mes expositions de menuiserie à l'école. Tu as oublié mon concours au niveau de l'État. Parce que Connor avait un match d'entraînement. Tu n'avais jamais visité mon atelier avant aujourd'hui. Tu ne m'as jamais posé une seule question sur mon entreprise. Et maman, tu m'as présenté comme étant le frère de Connor à tes propres amis. Tu as redirigé vers lui, en moins de 30 secondes. Toutes les conversations que j'ai jamais essayé d'avoir sur ma propre vie. Comprenez-vous ce que cela fait à une personne, tout au long de 25 années? Les yeux de ma mère se remplissaient de larmes. Mon père regardait la table. Connor me fixait, la bouche légèrement entr'ouverte. C'est Connor qui a pris la parole en premier, et ce qu'il a dit m'a véritablement surpris. Il a dit, il a raison. Tout le monde l'a regardé. Il a posé ses mains à plat sur la table et a répété, maman, papa, il a raison. Je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Je ne savais juste pas quoi faire, parce que j'étais celui qui en profitait. Chaque dîner, chaque jour de fête, chaque conversation. Ça tourne toujours autour de moi. Et j'ai laissé faire, parce que c'était agréable. C'était mal. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Paige a tendu le bras et a posé sa main sur celui de Connor. Ma mère pleurait, maintenant. Mon père n'avait toujours pas prononcé un mot. J'ai regardé mon père. J'ai besoin de t'entendre, toi, ai-je dit. Pas maman, pas Connor. Toi. Parce que c'est toi qui t'es levé lors de ce dîner, pour dire à une salle pleine de gens à quel point je comptais pour toi. Ce qui, apparemment, vaut environ 7 mots. Mon père est resté assis là pendant un long moment, suffisamment longtemps pour que je commence à me demander s'il allait finir par dire quelque chose. Et puis, il s'est éclairci la gorge et a dit, je ne savais pas comment être fier de quelque chose que je ne comprenais pas. Il a continué, Connor faisait des choses que je savais célébrer. Le sport, la compétition, des trucs avec lesquels j'avais grandi. Toi, tu faisais des choses qui m'échappaient. Le bois, la construction, le côté artistique de la chose. Je ne savais pas comment en parler. Alors je ne le faisais tout simplement pas. Et, à un moment donné, ne pas en parler s'est transformé en ne plus le voir, et je n'en suis pas fier. Tu méritais un père qui fasse plus d'efforts. Il m'a regardé et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu de vrais regrets dans les yeux de mon père. Pas des regrets de façade, mais ce genre de regrets qui pèsent sur votre poitrine, et qui rendent la respiration difficile. Je ne vais pas prétendre que cela a tout réparé. Ce n'est pas le cas. 25 ans d'invisibilité ne se résolvent pas en un seul dîner à Asheville. Mais c'était un début. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait ce qui s'était passé, sans le minimiser, le détourner, ou le ramener à quelqu'un d'autre. Ma mère s'est excusée elle aussi, à travers ses larmes. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne réalisait pas. Je ne la crois pas tout à fait, mais je pense qu'elle ne réalisait pas à quel point c'était grave. Il y a une différence entre savoir que l'on favorise un enfant, et comprendre les dégâts que cela engendre. Elle commençait à le comprendre, et cela comptait pour quelque chose. Connor et moi avons eu une conversation séparée, le lendemain matin, avant qu'ils ne reprennent tous la route pour Knoxville. Nous étions assis sur ma véranda avec un café, et il m'a dit, « Je te dois plus que des excuses. Je te dois des années à être un meilleur frère. » Je lui ai répondu que je ne cherchais pas à ce qu'il se sente en dette. Je cherchais un véritable changement.
Il a hoché la tête et a dit, alors c'est ce que tu obtiendras. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Cela fait environ 6 mois depuis ce dîner. Les choses sont différentes. Pas parfaites, mais différentes de manière significative. Mon père m'appelle toutes les 2 semaines. Pas de longs appels, il n'est pas soudainement devenu un bavard, mais il me pose des questions sur l'entreprise. Il me demande ce que je suis en train de construire. Le mois dernier, il m'a demandé de lui expliquer ce qu'étaient les assemblages en queue d'aronde. J'ai passé 20 minutes au téléphone, à lui expliquer la méthode étape par étape, pendant qu'il lâchait des « Ah, d'accord ». Et c'est déjà ça. Cela m'a prouvé qu'il écoutait vraiment. Il m'a envoyé un texto après que j'ai posté une photo d'un projet terminé, et il a écrit « C'est du beau travail, fiston ». 5 mots, mais les 5 bons mots. Ma mère fait des efforts. Elle n'y arrive pas encore parfaitement, mais elle essaie. Elle a envoyé à Léa une carte d'anniversaire, avec un petit mot manuscrit qui disait « Merci d'aimer mon fils de la manière dont il le mérite ». Léa a pleuré. J'ai failli pleurer aussi. Connor a trouvé un nouveau travail, un bon travail, dans une entreprise de médias sportifs à Atlanta. Paige et lui ont déménagé là-bas. Il a fait un réel effort pour m'appeler en dehors des histoires de famille, juste pour discuter, juste pour me demander comment je vais. Il est revenu visiter l'atelier de son propre chef, il y a 1 mois, et il a passé la moitié de la journée à nous regarder travailler. Au moment de partir, il a dit « Je suis fier de toi, mec ». J'aurais dû dire ça il y a des années. Quant à moi, Dustin Cole Woodworks vient de signer son premier contrat à 6 chiffres. Un complexe hôtelier, situé dans les Smoky Mountains, souhaite des meubles sur mesure pour l'intégralité de son hall et de son restaurant. Léa et moi nous marions en octobre, sur notre porche, avec les montagnes en toile de fond, et entourés des gens qui ont vraiment été là pour nous, se tenant dans notre jardin. Je ne vais pas me tenir devant vous et vous dire que j'ai tout pardonné. Le pardon n'est pas un interrupteur. Cela ressemble plus au ponçage d'un morceau de bois brut. Vous passez dessus, encore, et lentement, avec le temps, il devient plus lisse. Il y a encore des jours où quelque chose déclenche un souvenir, et où je ressens cette vieille douleur familière. L'enfant assis à table, se demandant pourquoi personne ne le voit. Mais ces jours-là se font de plus en plus rares. Et la vie que j'ai bâtie, celle que j'ai construite, sans leur aide, sans leur approbation, et sans leur attention, est la chose la plus honnête que j'ai jamais créée. Mon père m'a accordé 7 mots pour mon anniversaire. Mais je me suis offert tout le reste. Une entreprise à mon nom, une femme qui me voit même quand je suis silencieux, une maison avec un Porsche et une vue magnifique, et des meubles que j'ai construits de mes propres mains. Et si vous êtes là, à lire ceci, si vous êtes l'autre jumeau, l'autre frère ou sœur, l'autre enfant qui a été négligé, laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui ne vous voient pas, ne détiennent aucune autorité sur votre valeur. Construisez votre propre table. Mettez-y vos propres couverts. Et quand vous vous asseyerez pour manger, regardez autour de vous, et observez les gens qui ont choisi d'être là. Je suis Dustin. Je construis des choses. Et la meilleure chose que j'ai jamais construite, c'est une vie qui est enfin et totalement la mienne.